la table ronde qui arrive va tenter d'expliciter un petit peu comment entreprendre dans le Web3, comment lancer un projet, comment créer sa DAO, sa startup du Web3. Et pour ça, on a rassemblé un panel qui promet, c'est à moi de montrer la slide, pardon, qui promet d'être déjà très qualitatif, puisque je vais laisser Jean-Christophe les présenter, ils se présenteront eux-mêmes, puisqu'on a réuni donc 6 porteurs de projets qui ont créé des DAO, qui ont créé des entreprises dans le Web3, et qui vont donc nous expliquer un petit peu pourquoi se structurer en DAO, quel avantage par rapport à une entreprise classique, qu'est-ce que ça leur permet de faire. Et en fait, on va découvrir leur projet. Vous allez pouvoir découvrir donc 6 projets innovants gérés par des DAO. Vous l'avez vu ce matin, on est un petit peu attaqué par la face nord. La blockchain, c'est technique, c'est complexe, c'est des modèles mathématiques de dérisking, de création de valeur, de redistribution de cette même valeur. On va rentrer maintenant beaucoup plus dans le concret, le droit, les projets, les communautés. Donc j'appelle tous les porteurs à nous rejoindre. Ce que je vous propose, présentez-vous en quelques secondes qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et on rentre ensuite dans le cœur du sujet. Bonjour, je m'appelle Mira et je suis la fondatrice de Ubki, une plateforme décentralisée pour les chauffeurs VTC. Bonjour, Alexandre Bélanger, je suis fondateur et porteur du projet Park and Collect, le stationnement, le commerce de centre-ville et tout ça pour activer la Smart City derrière et le développement. Bonjour, Pierre Uditlo, je suis le fondateur et le CEO de Legiti, une plateforme crypto patrimoniale qui a pour vocation de participer à démocratiser cette nouvelle classe d'actifs pour laquelle on voit de plus en plus de demandes de la part de toutes sortes d'investisseurs. Et donc c'est vraiment remettre cette classe d'actifs dans le cœur d'une approche patrimoniale globale. Bonjour, enchanté. Donc Stéphane Daniel, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai créé le cabinet DNA Partners, donc qui est un cabinet dédié aux entrepreneurs de la tech et de la blockchain, et on accompagne de nombreux projets dans toutes les verticales de la blockchain, que ce soit dans les ventes de jetons, dans les enregistrements PSAN, dans l'intégration d'NFT dans des jeux vidéo, dans les organisations décentralisées. Donc on va en parler dans un instant. Donc voilà. Pour trait d'union avec la dernière présentation, pour vous, commencez par Mira, une DAO, qu'est-ce que ça t'inspire, quelle est ta définition, en quoi ça peut t'apporter quelque chose et en quoi c'est compliqué en tant que porteuse de projet? Ok, alors j'aime bien utiliser la référence de coopérative sur stéroïdes, puisque ça a les mêmes valeurs qu'une coopérative, mais on apporte grâce à la technologie une meilleure scalability, une scalability de start-up en fait. Et grâce aux crypto-monnaies, on peut aussi avoir des mécanismes très innovants de création et de redistribution de valeur. Voilà, alors je pense qu'il y a des complexités que nous vivons actuellement en tant que pionniers de ce nouveau modèle qui, dans quelques temps, seront beaucoup moins un challenge pour les porteurs de projets et ça apportera beaucoup de facilité à terme, je pense, aux fondateurs. La transposition, enfin, le point important est le partage de valeurs et la transposition entre la ville et l'entreprise, en transposant la ville comme une entreprise avec les habitants sont les salariés, les visiteurs de la ville sont les clients, et donc tout un écosystème où les uns apportent et les autres et partagent tout ça avec une DAO et un outil d'échange qui est la monnaie derrière. Voilà. De mon point de vue, la DAO, c'est un peu une nouvelle évolution de la gouvernance au sens large, qu'elle soit une gouvernance d'entreprise, au niveau d'une association ou autre. Et si on refait un petit peu la genèse d'Internet et du web, on a finalement en 2000 le Web 1, ce qu'on appelle, donc avec Internet. Un peu plus tard, dans les années 2000, 2007, 2008, 2010, on a eu l'émergence du Web 2 avec tous ces réseaux sociaux, où finalement on a eu une vraie accélération de l'échange d'informations, où je pense que tous dans la salle, finalement on a mis nos données sur Internet
et qui aujourd'hui sont finalement centralisés et monétisés par quelques acteurs, donc les GAFA. Et un petit peu la promesse du Web3 et donc des DAO, c'est vraiment de redonner finalement du pouvoir à la communauté et d'avoir finalement un système beaucoup plus équitable et aligné sur les valeurs, entre bien évidemment des sociétés qui vont devoir opérer un business, notamment grâce à nos data, mais que finalement ces data nous appartiennent. Et donc, dans ce cadre-là et dans cette promesse, le fait d'avoir finalement une gouvernance décentralisée où la communauté est vraiment impliquée dans les décisions qui peuvent être prises est crucial pour faire émerger cet écosystème. Pour ajouter un mot à ce qui vient d'être dit, donc, de mon point de vue, donc moi je ne suis pas un porteur de projet, mais j'en accompagne beaucoup, notamment dans le domaine des DAO, et je vais y revenir sur la structuration des juridiques des DAO. Mais en gros, ce à quoi on assiste, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, d'ailleurs, ça remonte à plusieurs siècles déjà, le contrat de société a été en fait finalement le véhicule principal pour déployer des activités économiques. Et le contrat de société repose sur le fait que des personnes apportent des capitaux, et en contrepartie reçoivent des titres qui représentent leur participation dans le projet. Le projet a vocation à faire des bénéfices et ensuite les distribue à ses apporteurs de capitaux. Le changement de paradigme ici, c'est que finalement, on va transformer l'investisseur en utilisateur. Et donc finalement, on a des organisations qui ne sont plus verticales mais horizontales, où les utilisateurs du produit vont venir le financer en achetant des jetons, et ensuite vont participer à la vie du projet. Et finalement, c'est un projet collectif. C'est un projet communautaire. On entend beaucoup le mot communauté. C'est un projet collectif. Et vraiment, du coup, les projets qui sont développés, généralement, n'ont pas vocation à générer des profits pour un pool de personnes réduit, pour quelques actionnaires, mais bien au contraire de redistribuer la valeur. Et cette valeur, elle est redistribuée de plein de manières différentes, via des stacking programmes, on y reviendra, via du rachat et de la suppression de jetons, le fameux buyback and burn, via des airdrops sur la communauté, via des mécanismes d'incentive pour participer au projet. Donc là, c'est vraiment un changement de paradigme. Et à mon sens, on n'en est qu'au début. On voit émerger ces modèles. The DAO, c'était la première DAO en 2016. Et désormais, on voit que c'est en train de devenir mainstream. On en parle aujourd'hui dans ce fameux opéra qui est très ancien. Et très certainement, de plus en plus de startups, les startups du Web3, vont adopter cette forme. Alors justement, comment est-il possible de structurer une DAO en France aujourd'hui? Est-ce que ça a déjà été fait? On le sait, entre nous, la très grande majorité des DAO, elles se trouvent sur des juridictions plus ou moins ensoleillées, en général très ensoleillées. Comment, en France, on peut attirer ces DAO et donc maximiser, in fine, l'impact, notamment l'impact en termes d'emploi? Je sais que tu as beaucoup travaillé sur le sujet, donc peut-être vous en dire quelques mots. Alors, pour la structuration des DAO, alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être comme en 2017, quand nous, la communauté de juristes, le peu de juristes qui s'intéressaient au sujet, a découvert les tokens. Et quand l'AMF notamment a lancé son étude et sa consultation très connue, on peut encore retrouver les écrits, sur qu'est-ce que c'est un token. On ne savait pas ce que c'était à l'époque, donc on s'est demandé, est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est pas une part ou une action de fonds? Est-ce que les émetteurs sont des intermédiaires en biens divers, etc. Et là, avec les DAO, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on voit une espèce d'objet juridique non identifié. On voit des communautés qui s'organisent entre elles, mais on n'a pas le cadre juridique qui est approprié pour ces projets-là. Donc, par défaut, on doit raisonner avec les catégories existantes. Donc, la première catégorie existante qui vient naturellement, c'est le concept de société créée de fait, et qui est en fait relativement simple. C'est dans la mesure où des personnes se comportent comme dans une société, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à mettre en commun des ressources et à en partager les bénéfices ou les pertes, à ce moment-là, il est possible de qualifier une société créée de fait. Et d'ailleurs, ça, c'est un concept de droit civil qui est très ancien, et qu'on retrouve aussi dans le droit, en droit anglo-saxon, avec le concept de general partnership. Donc c'est la première catégorie qui vient en tête. Et ce qui est assez étonnant, c'est en fait que cette catégorie, c'est la pire en fait, pour les porteurs de DAO. Parce qu'une société créée de fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les associés de fait vont être responsables de manière illimitée sur leur patrimoine propre, solidaire entre eux. Donc ça, c'est vraiment le pire régime qu'on puisse imaginer pour des entrepreneurs, c'est celui-là. Il n'y a pas de limitation de responsabilité. Deuxièmement, d'un point de vue fiscal,
parce que là on en parlait du côté juridique, mais d'un point de vue fiscal, les profits qui sont générés par cette entreprise vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Là, je vous laisse imaginer les conséquences avec le taux marginal d'imposition qu'on a en France. Donc en fait, finalement, c'est le premier concept qu'on peut utiliser, mais en réalité, c'est le pire. Donc du coup, nous, il y a à peu près 1 an, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut structurer des DAO en droit français. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se faisait à l'étranger. Et en fait, à l'étranger, c'est ce que tu rappelais, c'est que en fait, généralement, toutes les DAO sont opérées offshore. Donc offshore, on trouvait des structures dans les îles Vierges britanniques, aux Bahamas, dans les îles Caïmans, au Panama, etc. Et nous, les porteurs de projets qui sont venus nous voir à ce moment-là, c'était des étudiants de grandes écoles, des chercheurs dans des institutions publiques, etc. Il était évidemment hors de question pour eux de jouer avec des structures offshore comme celle-là. Donc du coup, on s'est dit, OK, on va faire une étude assez poussée. On a construit un collectif avec notre partenaire ADCA, avec des projets exceptionnels comme Morpho et Mangrove, avec des advisors comme Philippe Honigman qui travaillent sur ces sujets depuis des années. Et on a fait un collectif et on a essayé de construire quelque chose. Donc du coup, on a d'abord observé la structuration juridique des DAO à l'international. Et on a constaté qu'en fait, il y avait 3 typologies de structures. Il y avait la structure sans aucune entité. Donc ça, on en revient à ce qu'on se disait à l'instant, c'est que c'est la structure juste la plus risquée. Par ailleurs, elle n'a pas de présence dans le monde juridique, donc en fait, elle ne peut pas signer de contrat, elle ne peut pas avoir de compte bancaire, elle ne peut pas assigner quelqu'un en justice s'il y a un problème. Donc pour toutes ces raisons, c'est clairement pas le bon setup pour démarrer sa DAO. Au contraire, ça peut devenir le setup de fin, c'est-à-dire la structure cible, d'être complètement décentralisée, de ne plus avoir besoin de structure juridique. Mais en tout cas, pour démarrer, c'est la pire des solutions. La deuxième structure qu'on a identifiée, c'est une structure où les porteurs du projet sont dans une société, et à côté, il y a une DAO. Et ça commence déjà à faire sens, parce que les porteurs du projet ont déjà une responsabilité limitée. S'ils veulent lever des fonds, ils peuvent le faire en equity ou en token via la DAO. Ils peuvent recruter des salariés. Et donc cette structure, à minima, nous permet d'apporter une certaine protection et aussi surtout de respecter nos obligations fiscales, c'est-à-dire de payer des impôts tout simplement. Quand les tokens sont vendus par la société, on peut payer des impôts. Et la dernière structure, et je vais ensuite conclure là-dessus, qu'on a trouvée, c'est une structure bicéphale, donc avec 2 entités, une société où on a les porteurs du projet, et à côté, une entité à but non lucratif. J'utilise ce terme à dessein parce que ça peut être soit une association, soit une fondation, qui, elle, va être en charge de gérer le protocole. Et nous, il nous a semblé que cette approche est la meilleure, à défaut de solutions qui reconnaissent les DAO, pour le moment en droit français. Cette solution nous semble la meilleure pour différentes raisons. Ça permet bien de séparer les fondateurs qui sont dans la société commerciale du protocole. Ces 2 entités peuvent avoir leur but propre. Donc la DAO, enfin disons l'association a pour objectif de détenir la propriété intellectuelle du protocole, d'en financer les développements. De l'autre côté, on a un groupe de fondateurs qui peut continuer à travailler sur son projet, mais aussi travailler pour d'autres projets. Évidemment, on va lier les 2 avec un contrat de prestation de service. Et de cette manière, on s'assure également que l'intégralité de la valeur du projet soit dans le token et non pas dans les actions, dans l'equity. Pourquoi ? Parce que si l'association génère des bénéfices, elle n'a pas le droit de les distribuer à ses membres. Elle est obligée de les réinvestir. Donc pour différentes raisons, ce setup nous semble être le meilleur. Et on a commencé à le déployer sur différents projets. Et on espère que ça deviendra un standard de marché, un standard de place, à mesure que des personnes l'adoptent. Et jusqu'au jour peut-être où le droit français reconnaîtra une existence juridique au DAO. Et je sais que ça a été notamment l'une des idées proposées par le député Pierre Persson qu'on a vu tout à l'heure. Merci Stéphane. On va laisser peut-être la parole à Anthony pour se présenter quelques secondes. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, moi c'est Anthony Novarez, donc je suis le CEO de Stilt. Stilt, c'est une fintech du financement automobile qui a donc pour objectif de réinventer le financement automobile traditionnel grâce aux nouvelles technologies. Sarah Diane, malheureusement, a été retenue à Paris. Elle nous envoie une petite carte postale en vidéo qu'on essaiera de jouer un petit peu plus tard. Rentrons plus profondément et plus concrètement dans le sujet. Mira, une DAO, on le voit bien, c'est compliqué, juridiquement, fiscalement, techniquement. Donc pourquoi créer une DAO? Qu'est-ce que ça va apporter à ton projet qui est déjà une start-up, qui a déjà des actionnaires, qui a déjà été financé notamment par Founders? Donc pourquoi prendre ce chemin qui semble complexe? Alors je pense, pour moi, c'est devenu une évidence, puisque
tout le raison d'être de mon projet est de prendre le contre-pied des dérives de la centralisation dans le modèle d'Uber. Alors, de pouvoir avoir l'opportunité de pousser cette vision aussi loin que possible grâce à cette nouvelle technologie a vraiment du sens. Après, je pense que on va voir sur les prochaines années que de plus en plus de fondateurs aussi vont comprendre qu'il y a des avantages. Il y a évidemment des complexités, mais il y a des avantages. Notamment, je pense que pour les fondateurs ici, on sait tous qu'on passe énormément de temps à être partagé entre la création d'une communauté et la levée de fonds, pitcher devant des investisseurs, etc. Et là, je trouve que c'est très, très intéressant de pouvoir justement faire un peu du crowdfunding au lieu d'aller voir des investisseurs institutionnels, de faire plutôt une crowdfunding auprès d'une communauté future et du coup, d'une pierre deux coups. On lève les fonds pour financer le projet, mais on a aussi une communauté soudée autour du projet qui peut l'aider à grandir. Oui. Puis j'imagine que s'attaquer à Uber, bon, c'est semble-t-il assez ambitieux. Donc est-ce que la décentralisation, est-ce que la DAO n'est pas le bon moyen de fédérer pour s'attaquer à un géant coté en bourse, fortement valorisé? Complètement, je dirais même que c'est le seul moyen de concurrencer, d'avoir une opportunité de réellement concurrencer d'une manière importante ce modèle traditionnel maintenant de ubérisation. Je pense qu'il y a un pouvoir incroyable qui va pouvoir se déployer grâce à la communauté de chauffeurs qui sont vraiment demandeurs d'être écoutés, de reprendre le contrôle de leur métier, et les passagers qui vont commencer peu à peu à comprendre les intérêts, notamment financiers, de pouvoir soutenir des projets décentralisés comme celui que je porte. Pierre-Yves, toi tu as choisi un chemin un petit peu différent puisque tu as déjà un token qui a été structuré, tu vas nous en dire deux mots, mais pour le moment tu n'es pas encore en DAO, peut-être que tu ne souhaites pas l'être. Pourquoi ce chemin et quel est finalement l'atterrissage dans ta stratégie de décentralisation? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la DAO, on l'a vu, c'est assez complexe en termes juridiques, sur plein de sujets, et encore plus quand on est une société régulée notamment par les autorités des marchés financiers et autres. Parce que pour l'autorité des marchés financiers, vous devez répondre à certaines obligations, et pour y répondre, il faut forcément un porteur de projet, une société très traditionnelle. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai que démarrer tout de suite par une DAO ne colle pas avec l'ambition et la volonté de créer notamment une plateforme de crypto régulée en France. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé une société très traditionnelle aujourd'hui, qui est régulée, enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Mais au même moment, on était convaincu du potentiel justement de la communauté et de faire participer la communauté très tôt dans le projet pour finalement partager un maximum de valeur ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà émis notre utility token, qui a pour vocation justement d'offrir aux utilisateurs de nombreux avantages dans notre écosystème. Et ce sont pas des avantages qui sont fixes aujourd'hui dans le temps, donc ils vont évoluer au fur et à mesure que le produit va évoluer. Et donc, dans ce cadre-là, on peut très bien imaginer finalement un alignement beaucoup plus clair entre justement la croissance du projet et la communauté et la valeur finalement de ce utility token dans l'écosystème. Donc ça, c'est le premier point. Après, à long terme, évidemment, c'est des sujets qu'on regarde de près par rapport à la gouvernance de notre société. Et comme l'a dit Stéphane un peu plus tôt, on risque finalement de tendre vers un modèle hybride où on va avoir une société très traditionnelle, représentée par le porteur de projet, et régulée ou pas, mais peu importe. Et finalement une société à but non lucratif qui, elle, va pouvoir porter la voix de la communauté et donc participer dans l'évolution du projet, dans l'évolution du produit, de la solution. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc on l'a en tête. C'est un chemin un peu long par rapport à toute la complexité juridique, technique qui en découle. Mais en tout cas, c'est vers quoi on veut tendre pour créer finalement
un nouveau modèle financier, d'infrastructure financière, beaucoup plus équitable et avec un impact beaucoup plus fort, aussi bien sur notre société que sur différents niveaux. Anthony, chez Stilt, bon, vous avez un modèle qui est scalable aujourd'hui, un modèle économique validé. Donc vous êtes ce qu'on appelle dans notre jargon en phase de growth. Et pourtant, vous étudiez l'opportunité de créer de votre token, éventuellement de créer une DAO. Donc vous êtes un petit peu entre Mira et Pierre-Yves. Les choix structurants n'ont pas été faits. Où, je dirais, penche la balance et pourquoi ? Donc je repositionne déjà un peu notre modèle pour qu'on comprenne bien. Donc effectivement, on est sur le sujet du financement de l'automobile et plus largement le financement de la mobilité. Aujourd'hui, quand on veut acheter une voiture, on a le choix entre un crédit classique ou un leasing. Dans le leasing, on a la location avec option d'achat et la location longue durée. Et en fait, ce marché est clairement spoté aujourd'hui par des grands groupes bancaires, essentiellement. Et à côté de ça, le métier de l'automobile est en train de se transformer en profondeur, que ce soit la distribution et même l'usage. Aujourd'hui, en fait, plus personne n'a envie d'un véhicule pendant les 4 prochaines années. Idéalement, tout le monde voudrait changer de voiture toutes les semaines ou tous les quelques mois pour avoir en fait le bon véhicule qui s'adapte aux bons besoins du moment. Donc un SUV l'hiver quand je pars en vacances, une petite citadine cabriolet l'été quand je suis en centre-ville, etc., etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur un modèle assez traditionnel qui reste en fait assez complexe puisqu'on a besoin, nous, de financer des gros montants pour financer notre croissance. Et clairement, donc, ça fait sens de s'intéresser à la décentralisation parce que notre objectif, potentiellement, ça serait qu'en fait, tout ça puisse être le maximum décentralisé pour que les abonnés puissent être à la fois des investisseurs de la flotte, mais en même temps des utilisateurs. Et bien sûr, l'investisseur aurait un avantage sur son coût de détention, puisque c'est ça l'objectif. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un modèle hyper vertueux, très souple pour l'utilisateur, mais en même temps avec un gain pour l'investisseur et pour pouvoir potentiellement rouler bien moins cher que les solutions traditionnelles en place, parce que aujourd'hui un crédit ou même le leasing en fait coûte relativement assez cher. À savoir qu'on a une particularité, c'est-à-dire que tous nos véhicules sont des véhicules connectés et qui sont nativement faits pour être partagés. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de créer. Bien sûr, les sujets sont immenses. On n'a pas encore le bon boom, en tout cas on travaille là-dessus. Alors Alexandre, toi tu es en phase dite early stage, c'est-à-dire que tu es en train de construire ton produit, ton modèle économique. De fait, il n'est pas validé. Pourquoi dès à présent, dès la construction du modèle, tu souhaites intégrer des logiques de token, des logiques de DAO dans ta stratégie? Alors nous on part de l'usage. Notre vocation première, c'est l'échange de places dans les villes. Donc le fait de diminuer la pollution pour ne pas tourner pour trouver une place et accélérer la dynamisation des centres-villes. Il est clair que tout de suite, on est dans la cité, on est dans les problématiques de partage et de développement de la cité. Et donc, quand on en a discuté, j'ai envie de dire que le modèle s'impose et on le voit, tous les succès viennent de l'utilisateur. Tous les succès viennent du consommateur. C'est parce que c'est fluide, c'est parce que ça répond à un usage que je vais en parler à Mira et que Mira va l'utiliser et que tout le monde va utiliser l'outil. Et donc, partant de ça, finalement, celui qui décide, c'est l'utilisateur, c'est le client. Et à partir du moment où c'est le client qui décide qu'il est utilisateur, la DAO s'impose, c'est-à-dire que le modèle est le modèle de partage et c'est celui qui va permettre l'accélération de choses très basiques, l'échange de places. Donc là, on a fait un petit tour de table, on parle de projets français qui sont encore tous relativement jeunes, qui pour certains cherchent encore leur modèle. Une DAO qui marche, ça ressemble à quoi ? Et est-ce qu'il y a déjà des DAO qui ont vraiment fonctionné dans le monde? Quelle création de valeur ça implique in fine? Pierre-Yves, peut-être? Oui, je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas évidente, mais déjà je pense qu'on en est au tout début de l'histoire à propos des DAO. Donc aujourd'hui, il est très difficile de nommer une DAO qui a connu un grand succès.
Oui, il y a quelques projets DeFi aujourd'hui qui, dans la Decentralized Finance qui ont connu un beau succès et avec finalement une réussite en termes de gouvernance décentralisée assez intéressante, des exchanges notamment comme Sushi ou d'autres. Maintenant, c'était quoi pardon la suite de la question? Quelle valeur ça? Oui, la valeur première, je pense, parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on crée une solution, un produit avant tout pour solutionner un problème ou pour répondre à un besoin. Et ce problème ou ces besoins, derrière ce problème ou ces besoins, il y a des utilisateurs ou une communauté. Et donc, le but premier d'une DAO, c'est vraiment co-construire une solution, un produit, avec des utilisateurs, avec sa communauté, le plus tôt possible. Pour différentes raisons. D'une part, ça permet de créer beaucoup plus de valeur ensemble, parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde les GAFA, enfin les Google, les Facebook, sans nous tous, la boîte n'a aucune valeur. C'est nous, avec chacun nos données, qui donnons de la valeur à cette société-là. Sauf que cette valeur, finalement, elle est centralisée auprès d'une gouvernance, la gouvernance de la société, et redistribuée à quelques investisseurs qui ont permis le financement au tout départ de la société. Donc on voit qu'il y a finalement, il n'y a pas du tout un alignement d'intérêts entre la communauté qui apporte de la valeur au projet et cette redistribution de valeur qui est finalement centralisée auprès de quelques acteurs. Et donc le vrai besoin des DAO, c'est sur cette redistribution de valeur beaucoup plus équitable et pour le projet lui-même, de grossir beaucoup plus vite parce que c'est un moyen de fédérer la communauté, donc d'avoir finalement beaucoup plus d'utilisateurs et d'usage de sa solution ou de son produit. Et en même temps, ça peut combiner également le financement. Donc, comme le disait Mira tout à l'heure, c'est une vraie combinaison entre la communication, le marketing et le financement de la croissance d'un projet. Stéphane, quelques exemples de ton point de vue de réussite de DAO, de potentielle réussite? C'est vrai que la question, je reprends ce que tu dis, Pierre, elle n'est pas évidente. Mais bon, des DAO très connus, il y en a pas mal, notamment dans la DeFi. Juste pour revenir plus précisément sur ce que tu disais, Pierre-Yves, il y a une tension sur tous les entrepreneurs qui s'intéressent au Web3 entre le fait d'allouer de la valeur dans ce qu'on appelle la cap table, dans l'equity, donc aux associés, aux actionnaires, ou dans l'utilisation de leurs produits via justement des tokens. Et donc du coup, et c'est ce que tu disais très précisément, nous on n'y est pas encore, mais on s'y intéresse, il y a plusieurs manières d'impliquer sa communauté, ses utilisateurs, et c'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, on assiste de plus en plus souvent à des levées dites hybrides. Donc c'est-à-dire qu'on va lever en equity, donc on va lever des fonds traditionnellement, augmentation de capital, voire d'autres mécanismes un peu plus start-up comme des BSR pour ceux qui connaissent. Mais on va aussi ajouter une dimension token ou potentiel token. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des levées de fonds avec les deux composantes. C'est-à-dire, on va lever de l'equity et on va lever également en token, les deux en même temps, parfois auprès des mêmes personnes. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, dans le changement de paradigme, il y avait justement la structuration de ces nouvelles organisations autonomes décentralisées, de ces DAO, mais il y a aussi le financement de ces projets de DAO selon où elles sont dans leur stade de développement. Et un point qui est assez intéressant, c'est que les VC Web 2 français classiques, beaucoup d'entre eux s'intéressent évidemment aux investissements en token. Et ils sont, pour une bonne partie d'entre eux, en train de mettre en place des fonds qui leur permettront d'investir en token. Donc partant de là, on va avoir beaucoup de fonds et beaucoup de capital qui va être déployé sur des levées hybrides, equity au token. Les fonds américains sont déjà très très loin devant nous, comme des Andreessen Horowitz, des Paradigm, etc. Ils lèvent déjà et ils déploient déjà des milliards. Mais en France, ça va arriver. Et là, il y a une vraie opportunité pour les entrepreneurs dans le Web3 de mettre en place justement ces fameuses levées dites hybrides avec les véhicules que sont en train de mettre en place les fonds VC aujourd'hui. Je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice sur... Certains disent, et on le pense chez Founders, que Bitcoin est la première DAO fondamentalement. Même si sa gouvernance est assez peu évoluée, c'est la communauté qui a fait naître, qui a développé Bitcoin. Et donc fondamentalement, c'est 1000 milliards de dollars au top. Ça a baissé un petit peu, ça reviendra. 1000 milliards de dollars que la communauté Bitcoin, quoi qu'on pense du Bitcoin, c'est factuellement réparti aujourd'hui avec une relative centralisation quand même pour les bénéficiaires du Bitcoin, mais une DAO qui fonctionne, c'est ça. Il y en a d'autres protocoles. On peut considérer qu'Ethereum, d'une certaine manière, est aussi une DAO. Donc c'est au top, je crois, 300 milliards de dollars
dont la communauté Ethereum a bénéficié. Voilà. Ça, c'est l'avenir des projets innovants. Ça prendra évidemment des années, des décennies, mais ça ressemblera à ça à terme, en tout cas, on le pense. Mais, oui, en fait, ce sont des DAO, mais qui se sont formés par elles-mêmes sur le tas. Il n'y a pas eu vraiment de structuration comme on peut l'entendre et comme on l'explique aujourd'hui. Et donc, vraiment, la prochaine étape, c'est dès le départ du projet, avoir une structuration très claire de gouvernance, justement, sur le projet. Voilà. Et puis, pour rebondir juste sur ce que tu disais par rapport au financement, ce qui est aussi très intéressant avec ce financement hybride entre des actions et des tokens, c'est que la mécanique de fluctuation de valeur d'une action ou d'un token n'est pas du tout la même. On va dire les métriques qu'aujourd'hui qu'un investisseur traditionnel du venture capital ou du capital risque regarde sur l'equity, ça va être je sais pas, le nombre d'utilisateurs, les revenus récurrents, ces typologies de métriques très, très concrètes. Et pour le token, on va regarder d'autres métriques, notamment l'utilité du token dans l'écosystème, finalement qui va être impacté par l'adoption de la solution et la croissance du projet. Mais on a également aussi un aspect spéculatif que l'on n'a pas sur du private equity. Donc c'est pour ça que la fluctuation de valeur n'est pas du tout la même et plutôt très complémentaire. Et c'est pour ça aussi, je te rejoins là-dessus, je pense qu'on va voir de plus en plus de financement hybride entre de l'equity et du token. Donc on l'a vu, les investisseurs peuvent être professionnels ou non professionnels dans la communauté, mais très concrètement, Pierre-Yves, tu peux commencer puisque tu l'as déjà fait. Comment ces investisseurs qui investissent de l'argent ou du temps, de l'énergie dans le token, dans la communauté, vont, in fine, avoir un retour sur investissement et quel peut-il être, à quelle échéance? C'est une très bonne question. Le fait d'investir dans un projet, pour tout un chacun, on attend quand même un retour sur investissement, donc une plus-value parce qu'on participe à un projet, parce que peut-être on va dédier du temps, et en tout cas on va bloquer une partie de notre capital pour le financement de ce projet. Et donc forcément, ces investisseurs-là, comme un investisseur en equity, attend un retour sur investissement. Et donc ce qui est intéressant, c'est dans la construction justement des tokenomics d'un projet, où on va pouvoir déceler finalement si demain le projet progresse de 10 000 utilisateurs à 1 million d'utilisateurs, quel peut être l'impact. Donc on peut modéliser finalement l'impact de la demande sur le token. Et donc en modélisant cette demande sur le token, on va pouvoir en extraire une appréciation de la valeur de ce token-là, puisque en général, les projets émettent une supply finie, c'est-à-dire un nombre limité de tokens dans le temps. Et donc, on peut très bien envisager que si la croissance est de plus en plus forte, la demande est de plus en plus forte sur ce token pour après l'utiliser dans les services, pour bénéficier d'avantages spécifiques, et bien à ce moment-là, la valorisation de ce token va s'apprécier dans le temps. Et donc, c'est par ces mécaniques-là d'offres et de demandes que l'on peut finalement offrir aux investisseurs un retour sur investissement. Mira, tu es en train de lancer ton token. Donc, quelle promesse ou quelle vision as-tu vendue à tes investisseurs de faire x1000, x10 000, comme on le voit sur certains tokens à succès, mais bon, la plupart, clairement, aujourd'hui, échouent. Et donc, il y a une perte souvent totale en capital. Donc, comment tu as structuré tes discussions avec tes investisseurs ? Je pense que c'est très important de parler aussi de la responsabilité des porteurs de projets comme nous le sommes à ce stade, parce que il est important de bien vendre son token avec une vision long terme, plutôt que basée sur la spéculation. Parce qu'un projet comme Ubki doit pouvoir exister long terme, doit pouvoir opérer pour permettre aux chauffeurs de bien gagner leur vie. Alors du coup, il est important de viser des personnes qui sont prêtes à s'engager dans le projet à long terme et de voir une augmentation du valeur de leur token grâce à l'opérationnel au quotidien de la plateforme.
C'est ce que nous, on essaye de faire et du coup, on essaye un maximum de décentraliser le financement de notre projet avec, par exemple, un ISPO qui permet d'avoir de multiples petits investisseurs qui pourront s'engager en tant que passagers, pourquoi pas en tant que chauffeurs aussi, à long terme dans le projet. Anthony, Stilt a déjà des actionnaires nombreux, de nature différente, des fonds comme nous, des business angels. Comment tu penses ou vous pensez concilier les intérêts de ces actionnaires qui ont pris déjà des risques il y a quelques mois, quelques années, donc qui attendent un retour sur investissement légitime, et les nouveaux investisseurs qui vont peut-être investir sur un support différent, un token. Donc comment cet équilibre et ces éventuels conflits d'intérêts entre types d'investisseurs, donc token holders d'un côté, shareholders de l'autre, comment c'est assez complexe, et je pense que Stéphane aura aussi un éclairage instructif là-dessus. Comment concilier ça ? Alors effectivement, on a pas mal d'actionnaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces actionnaires, il y a des abonnés de notre solution, des utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça nous encourage donc à aller sur ces sujets-là. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, je pense que c'est une bonne première étape d'avoir des schémas de financement hybrides pour démarrer l'exploration. Typiquement, chez nous, on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, de lever beaucoup d'argent pour notamment l'augmentation de la flotte. En fait, c'est presque un non-sens de devoir lever de l'equity juste pour financer ces véhicules. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, un schéma hybride, typiquement, nous permettrait de lever de l'equity pour financer notre burn, en attendant une rentabilité prochaine. Et effectivement, le token serait une bonne manière d'augmenter la croissance de la flotte et pouvoir répondre à la demande, puisqu'en fait, c'est notre sujet aujourd'hui. On n'a pas forcément un problème de demande, on a plus un problème d'offre. Il n'y a pas un seul tokenomics, je pense qu'il n'y a pas un tokenomics qui est valable pour l'ensemble des business. Il peut y avoir des tokenomics où on va proposer donc une rentabilité aux porteurs du token. On va avoir des schémas où effectivement on va essayer de plutôt agir sur le cours du token en rachetant notamment une partie de ces tokens et en créant de la demande, en fait, c'est de l'offre et la demande au final. Plus il y a de demandes sur le token, moins il y en a de disponibles, plus celui-ci va être élevé. Et donc ça va avec la croissance du business opérationnel, clairement. Stéphane, quelques mots peut-être sur justement la conciliation ou la compatibilité de ces intérêts entre classes d'investisseurs, token holders, shareholders. Alors là, c'est pour le coup, on rentre dans le cœur du sujet, c'est qu'il y a les intérêts des actionnaires, des associés d'un côté, et les intérêts des porteurs de jetons de l'autre, à supposer que ce soit des personnes différentes, sont complètement antagonistes. Je vous donne un exemple très simple. On part sur un projet avec une société. Cette société réalise un chiffre d'affaires. À la fin de l'année, elle a un résultat net. Et ce résultat net, elle a le choix soit de distribuer en dividendes, et donc de récompenser les associés, soit elle va vouloir mettre la valeur dans le jeton. Et donc là, elle peut racheter des jetons, ses propres jetons sur le marché secondaire et les airdropper, ou alors mettre en place des mécanismes de stacking pour récompenser la fidélité au projet, ou alors payer, par exemple, s'il y a des mécanismes de vote, payer les votes. Et là, on voit bien que la valeur, du coup, elle s'évapore, en fait, elle disparaît de la société. Donc là, on a des intérêts complètement antagonistes. Donc les entrepreneurs, justement, le sujet de la table ronde, c'est créer sa DAO. Ça, clairement, il faut y réfléchir parce qu'on va avoir des intérêts antagonistes. Un seul moyen pour... que je souffle ici pour conjurer ce problème, c'est que quand on crée des sociétés et qu'on lève des fonds en equity, très souvent maintenant, quand c'est des sociétés du Web3, on voit ce qu'on appelle, je vais utiliser le terme anglais, des token warrants, donc en fait des bons de souscription de jetons qui sont donnés gratuitement aux investisseurs en equity. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'investisseur en equity, il va être capable, grâce à ce mécanisme, de récupérer des jetons lorsque le jeton sera émis. Et après, ça dépend, il y a plusieurs méthodes mathématiques pour déterminer combien de jetons l'investisseur va récupérer. Mais on le voit bien, du coup, ça veut dire que l'investisseur, il vient en equity, il met de l'argent en equity, il a de l'equity tout de suite, mais il sait que peut-être demain, si la société émet un jeton, eh bien, il en aura lui aussi une partie. Et ça permet de le protéger, de le hedger, encore une fois un terme anglais, de le protéger, de le couvrir contre une extraction de valeur, de la valeur d'equity vers la valeur du protocole.
dernière question, puisque mériterait des heures, bien évidemment. Est-ce que, in fine, à très long terme, on peut imaginer que les DAO remplaceront complètement les sociétés telles qu'on les connaît, et les tokens remplaceront l'equity, comme fondamentalement Internet et certains GAFA ont remplacé ou sont en train de remplacer des industries, ou on sera sur un écosystème plutôt, je dirais, de cohabitation intelligente entre ce type d'entité? Peut-être Stéphane, et je vous laisserai chacun vous prononcer là-dessus en conclusion. De notre côté, moi je vais parler juste de l'expérience, de ce qu'on voit. Donc effectivement, les startups du Web3 s'intéressent énormément à ces sujets et explorent des structurations de DAO et des financements hybrides. Je pense que c'est un mouvement qui ne fait que commencer. Aujourd'hui, on parle de DAO, de levée hybride, mais demain, il y aura encore d'autres innovations, notamment le mécanisme de levée de fonds que tu as présenté tout à l'heure. Donc je pense que c'est le début. Maintenant, le monde traditionnel va continuer d'exister et de se financer comme il l'a toujours fait depuis des siècles. En revanche, il va avoir ce pan du droit du nouvel Internet, de l'Internet de la valeur qui adoptera ces mécanismes. Moi, je voulais juste te dire un petit mot. Je pense que le profil des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des créateurs va bouger. On avait des gens qui étaient business et on investissait sur la capacité business d'un projet. Et aujourd'hui, on le voit dans le partage des bénéfices, etc., je pense qu'on va avoir des porteurs de projets qui sont dans le projet de la communauté, dans l'altruisme, dans le partage. Et je pense que ça va donner des profils un peu différents sur les chefs d'entreprise de demain. Mira ? Oui, je pense que... Alors, je ne sais pas si ça remplacera entièrement les startups. Par contre, je pense que très clairement sur des projets qui sont basés sur des réseaux, comme l'ubérisation, je pense que ça sera une évidence que les DAO prendront le dessus. Pour arriver jusque-là, il faut évidemment que certains projets réussissent à grande échelle pour vraiment permettre à un plus grand nombre de comprendre les bienfaits, les avantages, que ce soit pour les utilisateurs ou les travailleurs, ou les investisseurs d'ailleurs. Et pour cela, il va falloir travailler des projets comme les nôtres, travailler les sujets de tokenomics, travailler les sujets de gouvernance pour permettre de pérenniser nos projets et de devenir ces success stories. Effectivement, je pense que de toute façon là, il y a une étape transitoire, hein, c'est évident. On voit de plus en plus que la nouvelle génération qui monte des boîtes ont très à cœur le côté écologique, hein, impact écologique, impact sociétal, et c'est plutôt une bonne chose. Si la promesse effectivement d'une DAO, c'est de mieux aligner les intérêts entre toutes les parties prenantes d'un projet, a priori, inévitablement, ça fera sens dans ces nouveaux projets. Donc, certainement qu'on va avoir très rapidement de nombreux succès en termes de DAO. Maintenant, à quel moment tout le schéma actuel sera remplacé par des schémas de tokenisation ou de DAO, forcément, ça prendra des dizaines d'années. Mais si on peut déjà aider à aller dans ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça cohabitera. Pierre-Yves, et je répondrai ensuite à une question qui vient de tomber. Oui, c'est vrai, on en est au tout début de cette innovation en termes de gouvernance, qui est certainement aussi très corrélée par rapport à l'adoption du digital dans l'économie au niveau global. Hein. On a vu récemment, notamment avec la crise sanitaire qu'on a vécue ces dernières années, une vraie accélération du digital sur les différents pans de notre économie. Donc forcément, la DAO va perdurer, va augmenter, c'est une nappe de fond. Maintenant, à quelle échéance, effectivement, ça pourra remplacer ou pas, ça c'est difficile à le dire. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut se positionner, il faut regarder, il faut s'informer pour un petit peu avoir les armes suffisantes pour l'avenir, en tout cas, et pour comprendre ce qui risque de se passer dans l'avenir. Une question intéressante, finalement, a-t-on besoin d'une DAO si un projet est vraiment décentralisé? Probablement que la DAO est la bonne structure pour structurer la gouvernance et la répartition de valeur. Et donc, un projet
décentralisé ou potentiellement décentralisé sans DAO, c'est probablement pas assez transparent et potentiellement problématique à terme. On le voit sur un certain nombre de projets qui sont en train d'échouer. Juste un mot en conclusion. Au pic du crypto market, on était à 3 000 milliards de dollars de valeur créée en 10 ans, sur des structures qui ne sont pas toutes des DAO, mais qui sont toutes communautaires. Et donc si on pense, comme on le pense, que l'ensemble de ces structures communautaires vont devenir à terme des DAO, certains analystes pensent, on en fait partie, que le prochain pic sera à 10 000 milliards de valeur créée. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur un épiphénomène, mais on est sur une vague de création de valeur qui en est au tout début, qui est probablement bien supérieure à la vague qu'a été Internet depuis 20 ans. Et les DAO portent en elles la promesse d'une vraie répartition de la valeur créée, contrairement à la vague précédente qui a été une centralisation, une concentration de valeur phénoménale, la plus grande dans l'histoire. Donc on voit bien que la prochaine vague du Web3 ne peut pas fonctionner comme ça, à moins de vouloir des problèmes sociaux et sociétaux qui seront terribles et incompatibles avec nos valeurs et nos objectifs. Juste pour rebondir sur la question, l'ADO est nécessaire parce que finalement il faut quand même des règles. Même sur un projet décentralisé, il faut des règles pour animer la communauté et pour animer le projet. Donc c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire en tout cas une DAO. Merci à tous pour votre partage et vos expériences. Merci. Merci.